Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission, elle n'était pas du tout prévue, j'avais pas fait attention que lorsque j'ai lancé la trilogie finalement, ce qui n'en est pas une, puisque chaque émission des précédentes émissions que tu as écoutées était plus ou moins indépendante. Bref, il y avait un dernier petit passage sur justement le squat, les squattages, enfin l'actualité du squat. Alors j'ai fait plusieurs émissions sur la chaîne, sur le squat, l'évolution avec la loi, enfin bref, tout ce qui s'est passé, dont tu es déjà au courant si tu me suis depuis un moment. Et si tu ne me suis pas, je t'invite à faire des recherches sur le podcast. Tu trouveras un nombre, pas énorme, mais tu as une émission sur les sociétés qui se sont lancées dans le rachat de logements de squat, et tu trouveras aussi des émissions sur une émission sur la loi de anti-squat, ainsi que l'émission sur les squatteurs qui étaient passés, enfin les propriétaires qui avaient éjecté les squatteurs en passant, oh là là j'ai du mal, sur TPMP. C'est l'émission à la télé là que personne ne regarde, enfin pas moi en tout cas. Mais malgré tout, je ne vais pas dire que je ne la regarde pas. La vérité, c'est que lorsque il s'y passe des choses intéressantes, mon regard est attiré pour peut-être traiter d'une émission éventuelle si j'en ai la possibilité. Bref. Nous avons donc maintenant, toi et moi, une petite émission sur le sujet du squat. C'est très bien parce qu'effectivement, depuis ces quelques dernières années, il y a eu beaucoup de lois qui ont été créées, mises en place, modifiées plutôt, parce que c'est le terme exact, c'est modifié. La loi a été modifiée de par l'absurdité même de la loi. Alors je te rappelle que la base de toute cette histoire, c'est un vieux monsieur qui était parti en vacances et qui, en rentrant chez lui, a retrouvé sa maison squattée. Il en a fait tout un tintamarre à tel point que c'est monté aux oreilles de l'État. J'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Ces derniers, dans un élan d'énorme générosité, se sont dit que nous allons peut-être un peu aider les gueux à chasser les mécréants de leur logement qui auraient été accaparés illégalement, puisque c'est quand même la réalité du squat, c'est ça, c'est quand même l'art et la manière de récupérer des logements qui ne sont pas à toi. On en était arrivé à un point, je te le rappelle aussi, c'est un petit mémo d'introduction pour te remettre dans le contexte. On était arrivé à un point où sur Internet, il y avait un PDF gratuit, bien évidemment, qui circulait sur comment bien squatter un bien immobilier de sorte que tu ne sois plus expulsable une fois que tu as pris possession des lieux. Et ça allait très loin parce que je l'avais téléchargé. On t'expliquait comment trouver les bons endroits où squatter. On t'expliquait quelle démarche faire tout de suite lorsqu'on rentrait dans le squat. C'était vraiment pas mal. Alors, je vais faire tout de suite pour toi. Ton humble serviteur va immédiatement taper sur Internet la requête. Alors, petit manuel. Je te dis ce que je tape. Et je vais te dire si ça ressort. Petit manuel pour bien squatter un logement Attends, j'ai oublié un T, je vais en arrière. Logement en France. Je tape ça sur Google. Le guide VICE, VICE, pour squatter un logement vide. Donc là, je clique devant tes yeux ébahis et je refuse parce que je ne veux pas participer à ça. Et je te lis ce que j'ai à écrit. Être discret, c'est la première règle du squatteur en recherche d'un nouveau toit. Passant d'immeuble en immeuble, il rivalise d'ingéniosité pour rester le plus longtemps possible dans un lieu. Lorsqu'ils sont obligés de quitter un logement, la première chose à faire n'est pas de faire ses cartons, mais de repérer un autre lieu pour s'y installer, pour éviter de se faire prendre trop vite. Il faut choisir le coin idéal, et cela commence toujours par un bâtiment inoccupé. Alors attends, là on est sur un article. Il semblerait que ce ne soit pas ce que je cherche. Donc je vais... Squatter, cet étrange guide disponible qui donne... Alors attends, parce que je sais ce que je cherche, je veux voir s'il existe toujours, qui donne des conseils pour occuper illégalement un logement. Une brochure se trouve facilement et donne toutes les ficelles pour emménager dans un logement sans payer de loyer. Ce mode d'emploi du petit squatteur en ligne depuis presque 20 ans est inspiré d'autres sites pour promouvoir des conseils en matière de squat. Pour rappel, l'occupement illégal. Alors, pour rappel aussi, là il te précise que pour rappel, tu risques 15 000 € d'amende, mais pour rappel, ça n'est jamais appliqué, puisque le squatteur, n'est-ce pas, le logement en France, ça a changé, je dis ça avec un peu d'ironie, je vais quand même être heureux, mais je cherche mon PDF, je ne le trouve plus. En tout cas, il n'est plus aussi simplement accessible qu'il fut un temps. Ainsi squatte-t-il. Là, il y a écrit... ainsi squatte-t-il. Est-ce que... Si je l'ai trouvé.
Introduction, méthodologie, cadre de la recherche, choix des échantillons, ça y est, je l'ai trouvé. Choix des outils de pré-enquête, ma démarche de restitution. Voilà, quelques constats, le COPS de divergence, où avez-vous dit squat, nanana. Donc là, j'ai trouvé, mais c'est pas celui-là. Non, c'est pas... Ah oui, en quoi le squat peut constituer une démarche citoyenne? En effet, j'ai choisi de réaliser ma mémoire du thème des squats suite à mon expérience, donc c'est pas ça. Il est moins... Ah, tu vois, il était plus facilement disponible avant. Squat de table, quels sont... Nanana. Alors, attends, on va essayer. Manuel, je cherche en même temps que toi, je le fais en temps réel pour que ce soit irréel. Manuel du bon squatteur. PDF, là il ressort. Gratuit. Voilà, tiens, je tapais, c'est tout seul. Le squat de A à Z. Ah, SquatNet, il est toujours en ligne quand même. Squat de A à Z, mais il est en avril 2007, par le collectif, blablabla. Envoyez vos contacts, non, c'est pas ça. Bon, il est plus aussi le squat de A à Z, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le squat de A à Z. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai pas cherché. Le squat de A à Z, mise à jour 2019. Ouh, on a eu la mise à jour. Le squat est un guide pratique et juridique, loi française, qui donne quelques conseils pour ouvrir un squat et faire en sorte de ne pas se faire expulser trop vite. Une nouvelle version a été publiée 20 ans après sa première parution en 1999. 44 pages. Alors attends, le squat de A à Z. Alors PDF, on va taper maintenant PDF, le squat de A à Z. Ça y est. Attendez, hein, je suis dans la recherche de mon PDF. Le squat de A à Z, ça y est. Et ben voilà, je l'ai. Bon, alors en fait, il me suffisait de trouver le titre. Je l'ai dans les mains. Il est toujours en ligne. Bon, de toute façon, tu le supprimeras plus maintenant. Hein. Moi, je pourrais le télécharger. Hein. Je pourrais le remettre comme ça. Je pourrais faire partie de ceux qui contribuent à la cause. Non, je rigole. Bon, il est là. Écoute, bon, c'est une information que tu peux taper. Donc, si tu veux l'obtenir, 24 pages, celui que j'ai trouvé, en tout cas, ça a l'air d'être le bon. Tu tapes PDF le squat de A à Z ou le squat de A à Z gratuit. Le manuel est toujours en ligne. Rien n'a changé. Mais pour autant, à la fin donc, de cette émission, nous avons un petit passage sur le squat que je vais, avec toi, décrypter si tu veux bien. Ça sera donc la dernière émission, à mon avis plus courte que les précédentes. Bref, on va quand même passer un bon moment. Mais avant, et comme d'habitude, je vais te rappeler les usages. Va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors, dans l'onglet livres, il y a mes livres. Tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Sinon, il y a même un onglet coaching. Si tu veux prendre une demi-heure, 1 heure avec moi, on travaille sur tes projets. Oui, sur tes projets, ce que tu veux. Tu m'envoies un mail une fois que tu as pris le coaching. Tu m'expliques bien ta situation et je t'aide à avancer sur le projet qui te tient à cœur. Sans plus de transition, Patrick Magnéto, en avant pour l'actualité sur le squat. Et ça me fait plaisir parce que c'est vrai que après toutes les lois qui ont été parues, voyons voir où nous nous en trouvons aujourd'hui en France, des squatteurs dans nos logements. Devenir propriétaire de son logement, c'est un rêve réalisé par 58% des Français. La plupart d'entre eux possèdent également un ou plusieurs autres biens immobiliers, une façon d'investir les économies de toute une vie. Alors la pierre, c'est vrai, a un côté rassurant, mais l'expérience peut aussi tourner au cauchemar lorsque le logement est pris d'assaut par des squatteurs. Nous allons maintenant retrouver Martial Liu, le chef du service économie de RTL. Et Martial, vous avez enquêté sur le prix à payer pour récupérer son logement et sur les nouvelles solutions proposées par des entreprises innovantes. Où vous trouvez-vous, Martial ? Eh bien écoutez Julien, je suis dans le 9e arrondissement de Paris. Derrière moi, un immeuble et à l'intérieur un appartement qui a longtemps été squatté. Et je vous propose de m'accompagner pour rencontrer la propriétaire qui va nous expliquer combien tout cela lui a coûté. Cette propriétaire, une équipe de M6 l'avait filmée il y a 2 ans et son témoignage vous a forcément marqué. Emmanuel Hisch, traiteur à domicile, a acheté un studio dans cet immeuble pour le mettre en location, mais cette femme y était entrée par effraction. Je crois qu'on vous demande que je ramène ma fille à la crèche. J'ai vraiment besoin de vous parler, j'ai un gros problème. Vous assumez pas en fait d'être une squatteuse. Allez voir le juge. Bah oui, ça c'est sûr que je vais y aller voir le juge, bien sûr. Emmanuel a investi 195 000 € dans ce bien. Elle qui comptait en retirer chaque mois 1 100 € de loyer se retrouve vite en difficulté financière. Elle n'arrive plus à payer son propre loyer et c'est un comble, se retrouve elle-même menacée d'expulsion par son propriétaire. Il faut que vous partiez maintenant. Il y a des endroits, il y a des hôtels, il y a des foyers d'accueil. Moi, je ne veux pas que vous soyez à la rue. C'est pas le problème. Mais moi, je ne veux pas être à la rue de mon côté. Vous comprenez ?
Emmanuel saisit la justice qui ordonne l'expulsion de la squatteuse. Elle sera restée 2 ans dans son logement. C'est aussi l'angoisse de ce que je vais trouver à l'intérieur. Ah, ils ont quand même bien abîmé la peinture, les plaintes et tout. Le frigo, il est dans quel état? Bon, il va falloir que je change le frigo. Ok. Ah, puis ils sont partis avec toute la vaisselle, en fait. C'était impeccable, c'était refait à neuf. Le radiateur, il est dans un état. Quel cauchemar. Eh bien, 2 ans plus tard, nous allons faire le bilan financier de cette mauvaise expérience avec Emmanuel. Bon, alors avant qu'on ait le bilan financier, qu'on attaque, je suis obligé d'intervenir. Donc d'abord ici, bien évidemment, le squat, l'engrenage, je vais dire, de la dette se referme sur la propriétaire. Mais on va pas se mentir entre toi et moi, c'est le profil de la France. Ce pays n'aime pas les riches, n'aime pas le capital. Donc rien n'est fait pour le capitaliste alors qu'on est sur un modèle capitaliste. De façon tout à fait ironique d'ailleurs, puisque je ne crois pas que le communisme n'ait jamais fonctionné, on l'a toujours su. Donc on en est sorti, on n'a pas accepté ce modèle-là. Et pour autant, la France garde un modèle profondément communiste. Et je crois qu'on le retrouve bien dans ce qui est en train de se passer ici. C'est-à-dire que tu te retrouves face d'un côté à une personne qui n'a pas de logement, qui arrive à rentrer dans un logement, à se l'approprier et qui n'est plus expulsable, en précisant bien que c'était le passé. Je vais t'expliquer, je vais te rappeler, parce que je l'ai dit dans plein d'émissions, je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe là tout de suite avant que l'émission ne creuse le sujet. Mais aujourd'hui, tu as 48 heures pour expulser un squatteur. Il faut agir très rapidement et aujourd'hui aussi, c'est vraiment important de l'entendre, je le précise, la principale obstacle à l'exécution judiciaire de l'expulsion du squatteur, c'est le préfet lui-même. C'est-à-dire que normalement, tu es censé saisir le préfet qui va ordonner l'expulsion et c'est censé aller relativement rapidement pour éviter ce genre de situation. Attention, j'insiste bien, si tu rates les délais, eh bien, tu vas retomber dans le même système que celui qu'on a toujours connu en France. Donc, tu as un délai très court pour agir, premièrement. Et deuxièmement, ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'on se retrouve maintenant avec des préfets qui se refusent d'appliquer la loi. Et du coup, tu te retrouves à devoir saisir d'autres préfets, ce qui rallonge la procédure. Bref, on va pas, j'ai pas envie ici de rentrer dans un débat sur est-ce que tout ça est normal ou ne l'est pas. Il y a quand même quelque chose qui a été fait. Maintenant, on a du mal à appliquer la loi parce que historiquement, pour l'instant, c'est pas dans notre culture judiciaire d'expulser les gens aussi rapidement. Même si, je suis désolé de le dire, pour moi, je trouve ça tout à fait normal. Aujourd'hui, entre le squatteur et entre la personne qui a fait un crédit et qui fait l'effort de rénover un appartement, lequel des deux agit le plus pour la société, crée le plus de valeur pour la société et le moins un poids pour la société, c'est le propriétaire, je suis désolé. Le propriétaire, il va payer de la TVA, il va générer de l'emploi, pour peu qu'elle voulait faire un Airbnb dedans, il va générer même du trafic et de la valeur ajoutée pour toutes les personnes qu'il y a autour, puisque si tu fais venir un touriste, vraisemblablement, il va dépenser de l'argent sur notre territoire. Donc, de mon opinion, mais c'est une opinion d'un capitaliste, on ne va pas s'en mentir, moi j'assume totalement ce que je suis, le propriétaire, n'étant même pas un poids pour la société, puisque c'est son propre capital qui est investi, rapporte de l'argent à son pays. Le squatteur, lui, en dehors du fait que, bien évidemment, il ou elle n'est plus dans la rue et, entre guillemets, ne fait pas tâche, il ne faut pas le prendre au sens premier du terme, ce que je suis en train de dire, je veux dire, personne ne prend plaisir à voir une personne dormir sur le bord du trottoir. Même moi, je souhaiterais que personne ne dorme sur le trottoir, mais il y a des gens d'abord, premièrement, qui le veulent. On ne peut pas le nier. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a des gens qui ne veulent pas être aidés. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, premièrement. Et deuxièmement, ces personnes-là, ça reste un poids pour la société. Il faut s'en occuper financièrement. Il faut mobiliser des ressources pour leur permettre d'accéder à des choses dont ils n'ont pas les moyens d'accès au préalable parce qu'ils ne se donnent pas les moyens. Parce que pour moi, c'est aussi très abrupt. Je suis désolé, mais si je veux dire ce que je pense, tant que tu as tes 2 bras, tes 2 jambes et un cerveau, tu es fonctionnel. Et si tu es fonctionnel, c'est qu'après, il y a quelque chose que tu ne veux pas faire ou que tu n'acceptes pas de faire ou qui ne rentre pas dans ton logiciel. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas de diplôme, j'avais rien. J'ai fait des travaux qui ne me plaisaient pas, mais je les ai faits parce qu'à un moment donné, comme tout le monde, j'avais besoin de me nourrir, j'avais besoin d'avancer et j'ai accepté des choses qui étaient, pour certaines situations, pas très acceptables. Mais ça a forgé mon caractère et ça m'a contraint à agir. Donc, à un moment donné, moi, quand je vois des gens comme là, la personne, excuse-moi, mais elle a un enfant en bas âge, etc., elle vient squatter, j'accepte pas bien la situation, quoi. Je trouve pas que ce soit elle
qui est réellement en position de force ou qui devrait se retrouver en position de force. Donc, ils ont fait une loi, c'est pas réglé pour autant parce que comme tu l'as compris, il y a des subtilités dans la démarche et il faut agir vite. Donc, c'est une double contrainte. Mais, voilà, je ne vais pas non plus critiquer. Je veux dire, c'est mieux qu'il y ait quelque chose qui existe que rien du tout. Je veux dire, rien par rapport aux années précédentes, tu vois. Donc, voilà le contexte. Elle récupère un logement, mais pendant la durée du squattage, c'est elle qui doit supporter financièrement la situation. Et puis, c'est elle qui se retrouve finalement dans la merde parce qu'elle se retrouve à devoir assumer un logement qui, étant vide et ne compensant pas son crédit comme elle l'avait anticipé financièrement, lui crée à elle un déséquilibre budgétaire qui la menace, elle, de se retrouver à la rue sur ses propres charges. C'est pour tout le monde pareil. Aujourd'hui, toi et moi, on a un train de vie. Ce train de vie peut se retrouver grévé pour diverses raisons. Si cette surcharge financière n'est pas gérable ou anticipable, voire même compensable, parce que quand tu as une perte, il faut pouvoir la compenser, eh bien, tu te retrouves en danger financier. C'est une réalité. Et je suis désolé qu'aujourd'hui, une personne qui fait un effort d'investissement dans son pays soit pénalisée, financièrement, ça n'est pas juste. Après, socialement, je comprends toutes les personnes qui me disent « Oui, socialement, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui vivent dans la rue. » Oui, c'est certain que c'est pas normal. Mais après, il y a un moment donné, il faut aussi regarder le profil des personnes. Pour moi, la phrase qui consiste à dire « ça n'est pas bien qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue » ne se suffit pas à elle-même. Après cette phrase, il y a d'autres phrases qui doivent venir, qui doivent venir agrémenter, expliquer la situation. Une personne qui a une histoire de vie catastrophique, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, je veux bien l'entendre, mais ne peut pas être comparée à une personne qui est dans la rue par choix. Et je parle comme ça parce que je sais qu'il existe des personnes qui sont dans la rue par choix. Voilà. Tu as des personnes qui veulent vivre dans la rue, qui ne veulent pas s'adapter au système tel qu'il est actuellement, au système capitaliste qu'ils dénoncent, mais je suis désolé de le dire, dénoncer un système, ça n'est pas y apporter une solution. J'en suis désolé. C'est-à-dire que moi aussi, il y a des choses que je dénonce, que je n'accepte pas. Pour autant, j'essaye d'y apporter des solutions. Je ne me contente pas de dire « Ah non, ça ne me convient pas, du coup, je vais me marginaliser et vivre dans la rue. » C'est un petit peu facile, parce que ces mêmes personnes-là qui se marginalisent, elles veulent le RSA, elles veulent les aides sociales, elles veulent quand même de l'argent pour pouvoir faire face aux dépenses qui se présentent à elles, pour pouvoir faire face à différentes choses. Donc tu ne peux pas dénoncer le capitalisme, rejeter, refuser l'argent, en vouloir de l'autre côté. Bref, moi je vois ici un tableau, plutôt une situation pas très claire, dont personne n'a envie, comment je vais dire ça ? Oui, je crois que personne n'a vraiment envie de s'attaquer au problème. Parce qu'il y a un vrai problème, et je ne le nie pas. Mais c'est vrai que c'est très délicat, et je peux l'entendre. C'est, pour moi, le problème du squat. Alors attention, je vais faire un lien qui n'est pas très... Comment je vais dire ? Tout le monde ne va pas le voir au premier abord, mais j'espère que tu vas comprendre. Pour moi, la problématique liée au squat, aux personnes dans la rue, etc., c'est un petit peu le même problème que le porno, la pornographie, parce que ce sont des problèmes auxquels personne ne veut s'attaquer frontalement, parce que derrière se cachent d'abord des réalités qui ne sont pas toutes très simples à gérer, une pluralité de profils et, c'est là où le bas blesse, une prise de position très tranchée qui n'apportera pas sur ceux qui vont se pencher sur ces problèmes-là, comment je vais dire ça, une image et un reflet qui soit bénéfique pour eux. Je pense que les personnes qui vont s'attaquer aux problèmes de la rue, aux problèmes des gens qui se retrouvent dans la rue, vont devoir faire des choix très tranchés et ces choix, ils n'ont pas envie de les assumer. De la même manière que pour la pornographie, il y a un sujet, il y a des choses à faire, mais personne ne s'y attaque parce que personne n'a envie d'être éclaboussé de cette zone d'ombre qui entoure ces domaines-là. Et c'est très, très, très triste et dommage parce qu'on y gagnerait tous à amener et à trouver de vraies solutions. Mais aujourd'hui, personne ne s'attaque au problème et donc on se retrouve comme là avec des situations sans queue ni tête dont on est tous d'accord qu'il y a une forme d'injustice des deux côtés, mais où la solution n'est pas aussi simple que ça à trouver. Emmanuel, dites-moi pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis 2 ans, on en est où ? Alors, je n'ai toujours pas réglé la totalité des dettes qu'a engendré cette affaire. Alors, si on doit faire la comptabilité, les comptes, on en arrive à combien ? Donc là, en fait, on parle de 24 000 € rien qu'en déficit de loyer.
La remise en état du studio après le squat, donc ça a été travaux, nettoyage, beaucoup de nettoyage, 15 000 euros. En frais de justice, donc frais d'avocat, frais d'huissier, etc., 10 000 euros. J'ai fait installer une porte blindée, donc qui m'a coûté 2 400 euros. Donc si on fait l'addition de tout ça, on arrive à quelle somme? Là, j'ai un total de 52 512 euros. La moitié, c'est les loyers impayés. Qu'est-ce que vous pouvez espérer récupérer sur ces 24 000? Sur les 24 000 euros qu'elle me doit, elle va m'en payer 3 000. Et encore, ça c'est ce que dit la commission de surendettement. Puis encore faut-il qu'on puisse récupérer cet argent, parce que quand la personne, comme par exemple mon ancienne squatteuse, est insolvable, de toute façon, voilà. Mais Emmanuelle n'a pas dit son dernier mot. On a, par exemple... Elle compte récupérer une partie des loyers en attaquant la préfecture de police. Dans son ordonnance, la justice exige l'expulsion immédiate de la squatteuse avec le concours de la force publique. Mais la préfecture de police refuse d'obéir à cet ordre, raison invoquée, la squatteuse est mère d'un enfant. La police finira par intervenir au bout d'1 an, après la publication de plusieurs articles dans la presse. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de propriétaires squattés ne savent pas, mais il faut quand même le savoir. Si la préfecture de police refuse de procéder à l'expulsion, elle vous doit une indemnité d'occupation des lieux. Combien vous doit l'État? La préfecture devrait me payer 6 000 euros. Est-ce que vous les avez touchés? Toujours pas. Toujours pas. C'est une aberration. Le montant en fait que me doit la préfecture couvrirait pratiquement les dettes qui me restent à payer. Donc vous comprenez pourquoi je suis aussi à cran en fait pour pouvoir le récupérer cet argent. On est loin avec 6 000 euros de l'ensemble de l'addition qu'on a fait ensemble, de 52 000 euros de coût global. Ben oui, on est quand même à 45 ou 46 000 euros de déficit en fait. Et ça restera. Et ça restera, oui. Oui. Merci Emmanuelle. Vous le voyez, Julien, cette mésaventure, c'est l'équivalent de 4 ans de loyer qu'Emmanuelle ne retrouvera sans doute jamais. Alors quand on te dit que tu peux te retourner contre la préfecture, c'est... Comment je vais dire ça? C'est un euphémisme, parce que tu te retournes contre toi-même. La préfecture, c'est notre argent. Qui paye quand c'est la préfecture qui paye? C'est toi et moi. C'est nos impôts. Et là, on tombe dans les affres et les méandres du système financier français. L'incompréhension financière, comme je pourrais le dire moi-même. On voit bien que notre système étanche, non seulement aux notions de justice financière, mais même de compréhension financière, se retrouve, je dirais, à marcher sur la tête. Parce qu'ici, à ne pas vouloir intervenir, c'est le contribuable qui se retrouve à payer pour une ingérence généralisée. Et le pire dans cette affaire, je suis obligé de le préciser, c'est que tu as toute une partie de locataires indélicats. Donc je veux qu'on soit bien clair. Et ça, je veux, avant de partir sur ce débat-là, je veux amener une précision qui est pour moi essentielle. Tu as plusieurs types d'impayés dans les impayés de loyer immobilier. Tu as les impayés pour les causes d'accidents de vie. C'est tout un tas c'est inhérent à tout un tas de raisons diverses et variées, comme le décès qui entraîne un impayé. Parce que quand tu décèdes, il faut normalement que tu comptes. Je veux dire, tu décèdes et tu dois payer aussi ton loyer, mais si tu décèdes en même temps que tu dois payer. Tu commences à te dire, il y a un problème qui se pose. Tu as l'accident de vie, je suis licencié, j'ai plus d'argent, je suis dans la merde. Il y a plein d'accidents de vie qui aboutissent sur un impayé, qui sont, je dirais quand même, une grosse partie des impayés qu'il faut mettre dans un coin, qui, ceux-là, sont audibles, compréhensibles et qui implique une chose hyper importante, c'est que le locataire n'a pas la volonté de ne pas payer. Il n'a pas le vice en lui de se dire « qu'est-ce que je vais faire comme démarche pour ne pas payer ?» Tu vois, ça vraiment c'est important de le préciser. Dans la masse d'impayés, il y a bien 80% des impayés qui sont liés à ce genre de situation. Et même si ce n'est pas l'accident, il faut comprendre qu'il y a un événement inopiné qui va générer un déséquilibre budgétaire pour le locataire, qui va entraîner un impayé, mais le locataire n'a pas de volonté de ne pas payer, n'a pas le vice ou en tout cas la fourberie qui consisterait à chercher des moyens détournés pour éviter blablabla. Donc ça, c'est un élément qu'on met dans un coin. Puis il y a les 20% restants, où là, on a le vice, on a la fourberie, on a la volonté de nuire, on a l'intention claire, quasiment dès le départ, de ne pas honorer
ce qui est dû. Et donc, de qui on parle et de quelle démarche il est question ici. Donc on parle déjà de personnes qui sont récidivistes, voire multirécidivistes. Je parle d'eux comme si c'était des criminels. Pour moi, ce sont des criminels. Il faut que tu saches une chose qui est très importante, et je veux que tu l'entendes, il n'y a pas de condamnation. C'est-à-dire que tu peux rouler à 180 sur la route et finir en prison. Tu peux ne jamais payer un seul de tes loyers durant toute ta vie et ne jamais faire de prison. Alors, je tire un peu tout ça par les cheveux, mais c'est quand même assez fou de parler comme je parle, et pour moi complètement délirant, parce que pour moi, ne pas payer son loyer, c'est quelque chose de grave. Mais c'est mon opinion. Encore une fois, on va dire, oui, tu es propriétaire, bailleur, etc. Tu as un parti pris. Peu importe. Personnellement, je m'en fous, je te dis ce que je pense. Maintenant, il y a un autre élément qui est très important dans ce que je viens de dire. Le fait qu'ils soient multi-récidivistes et qu'ils ont ne serait-ce que la connaissance, ou en tout cas, ils ont été confrontés à la situation. Ils connaissent le processus. Ils savent qu'ils ne risquent rien, qu'on ne va rien leur demander et qu'ils vont pouvoir continuer, réitérer l'opération. Ça les amène à ne pas craindre justement de mentir et de tromper et de tricher. Et donc, ça les incite à reproduire. C'est comme tout en fait. Dans la vie, quand tu rencontres quelqu'un qui a déjà fait une fois quelque chose, il aura la propension à le refaire plusieurs fois parce que il l'aura déjà fait une première fois. Moi, j'ai déjà acheté un bien immobilier, du coup, j'en ai acheté un deuxième. Comme j'en ai acheté un deuxième, j'en ai acheté un troisième. Quand j'en ai acheté un troisième, j'en ai acheté un dixième. Comme j'en ai acheté un dixième, j'en ai acheté un vingtième. Et ainsi de suite. Et j'en ai acheté comme ça énormément durant ma vie. Parce que quand tu fais une chose, tu as tendance à le refaire, surtout si ça marche. Et que ça marche dans le bon comme dans le mauvais, le fait que tu n'aies pas l'appréhension, que tu aies la connaissance de l'enchaînement des événements, ça te fait te dire, ok, moi j'ai déjà pas payé mon loyer, j'ai vu où ça m'a conduit, ben je recommence. Parce que finalement, je risque pas grand-chose. C'est logique en fait, tu ne peux pas les blâmer. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un qui n'a pas peur de faire quelque chose dont il maîtrise les rouages. Et c'est là que ça devient vicieux. C'est qu'en fait, il va le faire une deuxième fois, puis une troisième fois. Puis il va trouver des astuces, il va trouver des mécanismes qui vont améliorer son process, un peu comme quelqu'un qui travaille en fait. Et ça va lui permettre petit à petit de ne plus payer le loyer. Donc, première étape, je te donne un petit peu parce que je suis confronté à ça, j'ai été confronté plein de fois, je sais comment ça marche. Que font les mauvais payeurs ? D'abord, il faut que tu saches une chose, c'est que quelqu'un qui ne paye pas son loyer, ça va aller très vite en fait. Si tu es face à un mauvais payeur, tu vas très vite le savoir. Deuxièmement, c'est globalement toujours les mêmes mécanismes. Faire passer le logement en insalubrité, ça fait partie de leur sport favori. Et quand ils n'y parviennent pas, c'est se mettre en surendettement pour ne plus être saisis. À partir de là, ils vont avoir recours à tout un tas de mécanismes financiers dont ils ont le secret pour faire en sorte que leur argent ne soit pas accessible. Ils vont épargner, parce que ce sont des gens qui ont un taux d'épargne assez élevé. Du coup, ils ne payent pas leur loyer, mais crois-moi, ils gardent leur argent. Et ils vont réitérer l'opération le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils soient inquiétés. Mais encore une fois, c'est pas bien de ce que je vais te dire, mais pour peu qu'ils aient des enfants, ils ne risquent rien. Ils sont quasiment intouchables dans le système français. Donc à partir de là, ils se croient entre guillemets tout permis. Et voilà. Ajoute à cette situation l'ineptie totale de ne pas pouvoir tenir un fichier ou on va dire recenser ces personnes. Car je ne sais pas si tu le sais, mais en fait, ni les agences immobilières, ni personne en France n'a le droit de tenir un fichier des mauvais payeurs. C'est-à-dire qu'en gros, ces gens-là, on sait qui ils sont identifiés, on est capable de les connaître, etc. Mais pour autant, en fait, tu n'as pas le droit t'as pas le droit, en fait, t'as pas le droit de tenir un fichier avec leur nom et leur prénom. Bref, tout ça, ça fait que on se retrouve avec une population, alors pas énorme, mais qui fait trembler toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'investissement locatif. Alors j'aimerais te préciser maintenant, on va dire, une chose hyper importante. D'abord, ils représentent la minorité des impayés. Les impayés sont une minorité. Donc ça veut dire que, comment je vais te dire ça ? Sur 100 lots, tu peux considérer que tu vas avoir entre 3 et 5 lots en impayés ou en problématique de paiement. Ça fait entre 3 et 5%. Deuxièmement, et c'est quand même important de recentrer le débat, ici on parle de squattage. Alors le squattage, c'est encore autre chose. Ça sous-entend que tu as un bien qui est vide, un bien qui est occupable et dont tu ne t'occupes pas pour le remettre à la location. Ce qui n'est pas le cas de cette dame qu'on est en train de regarder, puisqu'elle est en train de le rénover pour le remettre à location. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'entendre et de comprendre que malgré tout, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu un squat. Et je tiens à le préciser, je ne veux pas commencer à dire c'est la faute d'un tel ou d'un tel, mais garde en tête quelque chose d'hyper important, c'est que
dans la location comme dans les couples, ça n'est jamais la faute que de l'un ou que de l'autre. La faute, elle est toujours répartie à 50-50. Je sais que c'est pas bien, qu'on n'aime pas quand je dis ça, parce que quand on est squatté, en l'occurrence, on pourrait croire que c'est que la faute des squatteurs. Mais enfin, moi, quand je me penche sur des histoires de squattage et que je commence à avoir les détails de l'histoire, il y a toujours un point dans le cursus de l'histoire, enfin dans le déroulé de l'histoire, pardon, où j'ai tendance à me dire bon ben là c'est un peu limite quand même, tu aurais pu faire le truc autrement et ça ne te serait peut-être pas arrivé, sans aucun jugement de ma part bien sûr. L'idée c'est juste de dire voilà, j'achète une maison, elle est entièrement à rénover, je la laisse pas ouverte aux 4 ans quoi. C'est plus la même époque. Alors c'est malheureux après, certes il y a un problème d'État, il y a un problème de situation de pays, etc. On pourra en débattre et je l'entendrai. Mais c'est de notoriété publique. Tu ne peux pas me dire que tu n'es pas au courant. Moi, je sais qu'aujourd'hui en France, il faut faire attention. Je vais te donner juste un exemple qui est connu dans ma région. Nous, ici, dans la région dans laquelle j'habite, on ne laisserait jamais traîner notre portefeuille, notre téléphone à la terrasse d'un café. Je sais très bien que le truc ne restera pas 3 minutes sans que quelqu'un le prenne et se barre avec. Alors qu'il y a des pays où tu peux le faire. Après, je ne dis pas que c'est... Voilà, je ne vais pas commencer à juger la situation. Ce que j'essaye juste de dire, c'est que c'est de notoriété publique. Donc, maintenant, quand tu achètes une maison et qu'elle est dans un état, on va dire, pas catastrophique, et où quelqu'un, même s'il n'a pas le même degré d'exigence que toi et moi, pourrait vivre à l'intérieur, bah tu sais que tu dois un peu barricader la baraque et que tu dois faire attention de qui s'en approche parce que tu risques le squat. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. On doit faire avec. Effectivement, Martial, l'investissement immobilier devient tout de suite moins intéressant, mais est-ce qu'il existe des nouvelles solutions pour limiter ces risques de squat ? Pour éviter le squat, il y a la solution traditionnelle, comme ici. Vous murez tout simplement la maison, vous attachez avec des chaînes. Et puis il y a une jeune entreprise qui a senti le filon avec une idée finalement toute simple, mais à laquelle personne n'avait pensé jusqu'ici. C'est installer des occupants dans les maisons pour dissuader les squatteurs. Cette nouvelle offre s'adresse principalement aux promoteurs immobiliers qui rachètent des maisons comme celle-ci. Ils vont les détruire pour y construire des immeubles à la place. Mais cela concerne également des bâtiments qui vont faire l'objet d'une rénovation globale, comme cette ancienne maison de retraite à Ézanville, dans le Val d'Oise. En attendant le démarrage des travaux, une trentaine d'étudiants ont posé leurs valises dans ce décor surprenant, et parmi eux, César. Bonjour César. Bonjour Marcel, ça va? Alors, faites-moi visiter un petit peu les lieux, là. Ça ressemble effectivement à un EHPAD. Oui. Ce qui est marqué restaurant, alors c'est quoi? Donc actuellement c'est le salon, donc la salle de travail plus salon, donc il y a des canapés, des chaises longues. Est-ce qu'on peut voir à quoi ressemble votre chambre? Oui, il n'y a pas de souci. Je vous suis. Suivez-moi. César n'est pas un locataire comme les autres. Il est ce qu'on appelle un résident temporaire. Il va vivre ici au maximum 18 mois, c'est la loi. Ah oui. Donc là, on est effectivement dans une succession de chambres. Donc voilà, ma chambre elle est là, Très bien. la 114. Une chambre à tarif ultra compétitif. Vous pouvez y aller. Merci. Donc c'est une chambre qui fait combien de taille? Donc 16 mètres carrés, avec 13 mètres carrés ici, plus 3 mètres carrés à la salle de bain. Ça vous coûte combien de loyer par mois? Donc j'ai une redevance de 200 € par mois. 200 € par mois. Et est-ce qu'il y a des obligations, du coup, faire une forme de gardiennage, de surveiller les lieux? Je sens pas vraiment une obligation de faire des tours et tout dans la résidence, donc franchement, non. Il n'y a pas des rondes de nuit ou de jour à faire, quoi. Vraiment pas du tout. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Y a pas de César. souci, hein. Bonne Seulement 200 € par mois, mais en contrepartie, une certaine précarité. César peut être invité à partir sous un délai d'1 mois seulement. Alors bien sûr, moi je trouve ça génial parce que tu vois, on est sur un marché où il y a un problème et on a quelqu'un qui trouve une solution et donc il encaisse du pognon. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est de voir que finalement, il n'y a pas de comment dirais-je, il n'y a pas en soi de problème je trouve pas mes mots, mais certes, on pourrait débattre, comme tout à l'heure je le disais, sur la réalité française, la situation en France. On pourrait on peut toujours, on pourrait se dire, oui, mais avant, il y avait moins de ceci, plus de cela. Enfin bref, il y a effectivement une réflexion et une discussion qu'on pourrait avoir sur ce sujet-là. Mais, comme j'aime toujours le dire, on n'est jugé que par nos actes. Il y a des personnes qui vont pas perdre leur temps à essayer de se dire comment on en est arrivé là, comment on pourrait rectifier le tir pour revenir. Non,
toute façon, c'est trop long. Et puis, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, le mal est fait. Je ne dis pas que c'est immuable. Je ne dis pas que c'est pas, on ne peut pas revenir en arrière. Je dis juste que en l'état actuel des choses, on a besoin de solutions immédiates. Et on a des gens qui proposent des solutions immédiates. Et c'est une vraie solution. Je veux dire, un promoteur, il y a une dimension économique. Et s'il arrivait au promoteur ce qui est arrivé à la particulière, enfin au particulier qu'on a vu avant, qui est une femme, eh bien, les conséquences financières fois la taille du projet seraient mais catastrophiques. Tu ne peux pas, face à un promoteur où il va y avoir des millions d'euros en jeu, envisager un squat qui dure des années et qui ralentisse le chantier. Du coup, on a une vraie problématique avec des enjeux financiers colossaux et donc une capacité à tolérer finalement un léger coût supérieur pour garantir de respecter les délais de l'opération initiale. Là, il y a une trentaine de personnes, mais on est sur un ancien EHPAD. Vraisemblablement, tu peux tabler sur une quarantaine ou une cinquantaine de lots qui vont sortir du projet. 40 lots, on est sur un projet financier. Donc, allez, moi, je te fais une cote mal taillée. On prend 40 lots à 150 000 euros. D'accord ? On est sur un projet à 6 millions d'euros. Je ne sais pas si tu réalises, mais tu ne peux pas, sur un projet comme ça, te dire que tu vas perdre de l'argent. Donc là, on a 30 étudiants qui donnent 200 euros par mois fois 30, ça fait 6 000 euros par mois fois un an. Ben, le promoteur s'encaisse 72 000 euros. Il va peut-être reverser une partie de la com à quelqu'un qui va gérer tout ça pour lui pour ne pas s'emmerder. Elle est moitié-moitié, peut-être même plus, mais peu importe. Mais en attendant, lui, il se garantit une opération et il s'évite de perdre des milliers, des centaines, des milliers d'euros, peut-être même des millions sur un projet qui ne peut pas être entravé dans sa marche. Parce que charge sociale, la dimension sociétale derrière. Une société, elle a beaucoup plus de charges qu'un particulier. Déjà, 50 000 euros pour un particulier qu'on a vu tout à l'heure, c'est lourd. Qu'un promoteur, même imaginons que, on pourrait calculer comme ça, mais c'est même pire, le préjudice il est plus énorme. Mais tu prends 50 000 euros fois 40 chambres, ça veut dire qu'on est sur un préjudice à 2 millions. Mais c'est colossal, c'est pas envisageable. Et du coup, comme on a, je dirais, un besoin financier, il y a une solution qui peut être apportée. Cette solution, elle sera forcément acceptée, adoptée dans la juste mesure du possible, en fonction de ce que le marché tranchera qui est acceptable. Et ça signifie, ça se traduit par un bénéfice pour un entrepreneur. Ça veut dire que je t'envoie un message très fort, qui est très simple ici. Toutes les problématiques du monde ont une solution qui permettra à celui qui l'apporte un gain financier non négligeable. Alors moi, je ne te dis pas de commencer à raisonner ou réfléchir sur tous les sujets de la Terre. Je te dis simplement que, au lieu de voir les choses négativement, vois-les positivement et apporte-y une réponse. Dernier point, et pas des moindres, je te rappelle que j'ai fait plusieurs émissions sur le squat et que c'est la première fois qu'on entend cette formule-là. La précédente formule qu'on avait vue, c'était une société qui rachète les biens squattés à des gens qui sont dépassés par la situation. Là, on a quelqu'un qui occupe les lieux et qui y héberge des occupants provisoires, donc avec des baux très courts. D'accord ? Ça, c'est aussi extrêmement intelligent. Ça génère énormément d'argent pour celui qui va gérer tout ce transit et ça permet d'éviter le problème du squattage. Moi, je trouve ça fabuleux. Ça montre qu'il y a encore plein de choses à faire dans plein de domaines. Et comme en France, on a plein de problèmes à plein de niveaux, j'ai envie de te dire, la France, c'est presque le paradis des entrepreneurs. Cette redevance, c'est Antoine Allaire qui l'empoche. Il dirige une entreprise spécialisée dans le gardiennage de locaux vacants. Il y a 3 ans, il a fait du lobbying auprès du ministère du Logement pour créer le statut de résident temporaire et en faire un business. Nous, on se rémunère sur la base des redevances des résidents. Tous nos résidents en France payent 200 € maximum, toutes charges comprises. Par mois ? Par mois, que ça soit Paris 8e arrondissement, Marseille, Bordeaux, Nantes, c'est le même prix partout. Et vous ne vous rémunérez que sur la base de ce loyer de 200 € par mois de chaque occupant ? Le modèle économique, c'est que le propriétaire, il ne gagne pas d'argent dans l'opération, il en économise. S'il avait dû mettre, par exemple, un agent de sécurité, ça coûte pratiquement 15-20 000 € par mois, mais ça ne l'aurait pas empêché d'avoir un squat. Là, la différence, c'est que les personnes vivent dans le bien. Donc si quelqu'un tente de pénétrer dans le bien, c'est un cambriolage. Et aujourd'hui, on a 0 squat sur tous les biens vacants qu'on protège. Le propriétaire de la maison de retraite n'a rien à payer à l'entreprise. En revanche, il règle les charges telles que l'eau et l'électricité, ce qui lui revient à 70 € par mois et par occupant. Depuis 2020, l'entreprise a déjà géré 800 propriétés en attente de travaux, ce qui a permis d'héberger à peu près 6000 personnes de façon temporaire. Vous le voyez, Julien, finalement, cette solution, ce concept innovant, rend service à tout le monde.
Putain, mais c'est génial. Ça rend service à tout le monde et c'est lucratif. Le mec reverse pas de loyer, donc il encaisse des loyers pleins, indépendamment des propriétaires qui, eux, s'acquittent des charges. Et lui se charge juste de trouver finalement des projets et des logements vides pour les occuper. Là, sur un projet comme ça, on est sur 6 000 euros fois... 200 euros, oui, ça fait 6 000 euros par mois, fois 30, fois 12 mois. Le mec s'est encaissé 72 000 euros sans personne en face, d'un coup. Il multiplie ça, c'est scalable, bravo. Et là, tu vois que n'importe qui peut arriver à bâtir un business rentable en partant de rien. Et quand on te dit il a fait du lobbying ou je ne sais quoi, non. En fait, il a vendu son idée. Alors oui, c'est du lobbying, mais le lobbying en France, c'est pas un métier, c'est pas reconnu. Donc on va pas commencer à donner des noms à des choses qui n'existent pas. C'est simplement quelqu'un qui a eu une idée qui correspondait à un besoin. À mon avis, il avait déjà la clientèle. Il a validé auprès de l'État un modèle économique avec un résident provisoire. Donc à mon avis, ils ont utilisé le statut de la convention d'occupation précaire qu'ils ont dû détourner. J'aurais aimé... Alors je t'avoue que j'ai fait un peu des recherches, mais je n'ai pas trouvé d'éléments sur le sujet de cette émission. Alors peut-être que j'ai mal cherché, peut-être que j'aurais dû chercher comment on appelle, j'aurais peut-être dû chercher la société, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même t'expliquer ça. Donc la convention d'occupation précaire, c'est une redevance, c'est exactement ce que touche la personne. C'est un régime juridique qui est relatif à certaines règles avec une durée du bail très courte, et qui sont régis par l'article 1709 du Code civil. Voilà. Bon, après, il faut faire attention. Je pense qu'il faudrait plus rentrer dans le détail. Je n'ai pas envie de dire des bêtises, donc je préfère m'abstenir sur ce sujet-là. En tout cas, l'idée est magnifique. Je pense qu'elle est largement, tu peux largement t'en inspirer pour des problèmes auxquels tu serais confronté dans ton travail. Ça veut dire que toi aussi, peut-être que dans ton métier, il y a des sujets, des points sur lesquels il y a des problématiques. Apporte-y une réponse et t'encaisseras du pognon. Indépendamment de tout ça, la loi sur les squats a changé à aujourd'hui. Je trouve très bien qu'on ait l'occasion d'en parler avec cette émission-là. Je pense que malgré tout, tu as tout intérêt à agir vite et à bien t'entourer si jamais ça t'arrive. Et je pense aussi que tu dois quand même garder en tête que la France est faite de cette manière-là. Et c'est à nous de l'accepter et de composer avec. Il y a tout un tas de solutions qui s'offrent à toi, comme celle qu'on vient de voir, comme les sociétés qui te rachètent les biens squattés. À toi après de prendre la meilleure solution par rapport à ta situation. On arrive à la fin de cette émission. Je te remercie d'avoir été fidèle au poste jusqu'à la fin. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast et prends le téléphone d'un ami pour l'abonner sauvagement à l'émission parce que c'est difficile de les référencer. Je te rappelle que si tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a mes formations, dans l'onglet livres, il y a mes livres, dans l'onglet coaching, il y a mes coachings. Enfin, on va clôturer tout ça avec un petit mot sur le squat. Bien évidemment, ça fait partie du jeu. La France, elle est comme elle est. On ne va pas revenir là-dessus. Il y a des avantages et des inconvénients. Je veux juste te dire, comme j'ai pu le dire dans l'émission, que rappelle-toi que la faute n'est jamais que portée par l'un des deux parties. Elle est souvent partagée entre les deux parties. À toi d'être vigilant, à toi de faire ce qu'il faut pour justement réussir, je dirais, à éviter ce genre de problème. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous les outils qu'il faut et les propositions, comme on vient de le voir dans cette émission, pour nous permettre de ne pas nous retrouver dans ce type de situation. Donc, garde les yeux ouverts et surtout, sois à l'affût comme ça des solutions qui sont proposées. Moi, je pense que de toute façon, la loi qui est passée, même si, encore une fois, j'insiste, mais je le dirai jusqu'à la fin, même si elle nécessite que tu sois rapide et alerte, parce que c'est ça finalement, quand ton bien est squatté, tu vas avoir un délai très court pour manifester le squat. Certes, c'est problématique, mais qui aujourd'hui, à l'époque à laquelle on vit, laisse des biens vides pendant des années? J'espère personne et j'espère pas toi. Voilà, bref, on en reste là. Like, partage, tu connais la chanson. Merci d'être présent. Merci de m'envoyer aussi des émissions à analyser. N'hésite pas si tu veux que j'en analyse certaines. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!